Et si le plus effrayant à propos de ces lieux n'était pas leur légende spectrale, mais bien la véritable histoire qu'ils abritent? 10 châteaux, 10 pays, 10 siècles, 10 horreurs. Certains ont servi de geôles infâmes, enfermant des hommes et des femmes. D'autres ont été érigés pour repousser l'indicible, tenant à distance des menaces obscures. Certains sont encore debout, toujours accessibles, constamment sous l'œil de caméras de sécurité qui, parfois, captent des phénomènes inexplicables que personne ne peut élucider. Voici les 10 châteaux les plus terrifiants du monde, classés en fonction de la noirceur abyssale de leur véritable passé. 10e position. Le château d'Eltz, Allemagne. Le château d'Eltz n'a jamais été conquis, jamais incendié, jamais pris d'assaut par une armée ennemie. Pendant plus de 800 ans, il s'est dressé dans une étroite vallée de l'ouest de l'Allemagne, cerné par une rivière sur 3 côtés, épargné par les guerres qui ont rasé tout ce qui l'entourait. 33 générations de la même famille ont vécu entre ces murs. Et quelque part à l'intérieur, il y a une pièce qui est restée fermée à clé depuis plus longtemps qu'on ne saurait les dire. Et les propriétaires actuels ne l'évoquent jamais. La plupart des châteaux, aussi anciens, sont devenus des musées. Pierres froides, cordons de velours, panneaux plastifiés expliquant ce qui s'est passé il y a des siècles. Le château d'Eltz est différent. Des gens y vivent. Une famille arpente encore ses couloirs, dort encore derrière ses murs, croise encore les mêmes armures que leurs ancêtres ont portées au combat. Les armes exposées ne sont pas des décorations. Elles portent les marques de l'usage, pas celles d'un simple entreposage. Le château s'est agrandi sur 3 siècles, construit simultanément par différentes branches de la même famille. À un moment donné, 3 ménages distincts se partageaient la structure, chacun avec sa propre entrée, ses propres étages, ses propres règles. Ils partageaient les murs, ils partageaient les escaliers, mais ils ne partageaient pas toujours la paix. Il existe des couloirs au château d'Eltz qui reliaient des familles qui ne se parlaient pas, se croisant en silence dans des passages à peine assez larges pour une seule personne. L'une de ces branches s'est complètement éteinte. Leur section du château a été scellée. Pas rénovée, pas transformée. Scellée. Les meubles sont restés. Les effets personnels sont restés. Tout ce qui se trouvait sur la table, la dernière fois que quelqu'un s'est assis pour manger, est resté exactement là où il était. Cette telle existe aujourd'hui exactement telle qu'elle a été laissée, intacte, car personne, dans la lignée familiale survivante, n'a jamais pris de décision quant à son devenir. Ou peut-être parce que personne n'a particulièrement envie d'y entrer. Les visiteurs qui ont visité cette section décrivent un genre particulier de malaise. Pas de la peur à proprement parler, mais le sentiment d'être dans un endroit où l'on n'était pas censé pénétrer. Un espace qui appartient encore à des gens qui ne sont plus là pour s'opposer à votre présence. Certains guides refuseraient, dit-on, de faire passer des groupes par ce couloir précis une fois la nuit tombée. Pas à cause d'une quelconque règle, simplement parce qu'ils préfèrent ne pas le faire. Il y a un dernier détail qui figure rarement dans la visite officielle. Dans l'armurerie, parmi les épées, les arbalètes et les cottes de mailles polies par de vraies mains, se trouve une armure personnelle ayant appartenu à une comtesse. Une armure de femme, conçue non pas pour la cérémonie ni pour l'apparat, mais pour être portée au combat. Son nom était Agnès.
La famille ne parle pas beaucoup non plus de ce qui lui est arrivé. Aucune histoire de fantôme n'est officiellement associée au château d'Eltz. Pas de hantise documentée, pas d'enquête paranormale, pas de légende chuchotée transmise par le village. Et d'une certaine manière, c'est cela qui rend la chose encore plus troublante. Parce qu'un château, avec une histoire de fantôme, offre une explication. Le château d'Eltz n'a qu'une pièce verrouillée, une famille qui n'en parle pas, et 800 ans de silence ininterrompu. Position NUF. Château de Himeji, Japon. Himeji est le château le plus visité du Japon. Il figure sur les cartes postales, dans les films, les magazines de voyage. Ses murs blancs, ses toits incurvés élégants, entourés de cerisiers en fleurs au printemps. De loin, il ressemble à s'y méprendre à un tableau. Le genre d'endroit qui vous cloue sur place, vous forçant à le contempler. En s'approchant, l'histoire prend un tout autre tournant. Le château fut construit au XIVe siècle et agrandi au cours des 300 années suivantes par différents seigneurs, chacun ajoutant de nouveaux murs, de nouvelles tours, de nouvelles couches de couloirs. L'agencement était délibérément conçu pour désorienter les envahisseurs. Des escaliers qui ne mènent nulle part, des virages qui vous ramènent sur vos pas, des chemins qui semblent avancer, mais vous ramènent précisément à votre point de départ. Les soldats qui connaissaient le château par cœur pouvaient s'y orienter dans le noir le plus complet. Tous les autres s'y perdaient, jusqu'à être retrouvés. Certaines personnes, selon la tradition locale, n'ont jamais été retrouvées, dit-on. L'histoire la plus tenace attachée à Himeji est la légende d'Okiku, une jeune servante accusée d'avoir égaré l'une des 10 précieuses assiettes appartenant à son maître. Elle ne l'avait pas perdue. L'assiette avait été délibérément cachée. Un piège tendu par un homme dont elle avait repoussé les avances. Incapable de la produire, elle fut tuée et son corps jeté dans le puits de la cour du château. Selon chaque version de l'histoire, contée dans cette région depuis 4 siècles, sa voix peut encore être entendue la nuit, comptant. 1, 2, 3, jusqu'à 9, puis s'arrêtant, car la 10e assiette n'a jamais été retrouvée. Le puits existe toujours. Il se dresse dans l'enceinte du château, scellé d'un couvercle en bois. Les touristes le photographient chaque jour, sans savoir ce qu'ils capturent. La légende d'Okiku n'est pas restée confinée entre les murs du château. Elle s'est répandue à travers tout le Japon, devenant une pièce de kabuki, un spectacle de marionnettes, bunraku. Une histoire racontée aux enfants comme un avertissement contre la cruauté et l'injustice. Des siècles plus tard, elle a trouvé son chemin dans l'horreur moderne. Certains chercheurs tracent une ligne directe du puits d'Okiku à l'imagerie de Ringu, l'un des films d'horreur les plus influents jamais réalisés. Une femme, un puits, une présence qui refuse de disparaître. Le château a donné au Japon l'une de ses peurs les plus anciennes. Et cette peur n'a jamais vraiment disparu. Ce qui rend Himeji véritablement troublant au-delà de ses légendes, c'est l'architecture elle-même. Les étages supérieurs sont accessibles par des escaliers si raides qui s'apparentent davantage à des échelles. Le genre qui exige les 2 mains et une concentration totale. Plus vous montez, plus les fenêtres se rétrécissent, plus les plafonds s'abaissent, plus les murs semblent se refermer sur vous. Le dernier étage est une unique petite pièce. Un silence qui semble voulu. Les seigneurs venaient autrefois ici, seuls, pour prendre des décisions qui affecteraient des milliers de personnes. Concernant les guerres, les exécutions, la vie ou la mort de leurs sujets. La pièce
est dénué de toute décoration. Pas de trône, pas de table, pas de fenêtre avec vue. Juste 4 murs et le poids de chaque décision qui a été prise. Il existe une croyance locale parmi certains membres du personnel de longue date du château. Pas quelque chose que l'on trouve dans les brochures. Que les couloirs du 3e étage ont une atmosphère différente au crépuscule qu'en plein jour. Pas visuellement, juste dans la manière dont le son se comporte. La façon dont les pas résonnent un peu plus longtemps qu'ils ne le devraient. La façon dont un couloir, vide un instant auparavant, semble soudainement habité. Les cerisiers sont magnifiques en avril. La foule est dense. L'ambiance est festive. La lumière parfaite pour les photographies. Et quelque part, sous les pierres de la cour, au fond d'un puits scellé, quelque chose compte toujours jusqu'à 9. Position A. Château de Predjama, Slovénie. Il y a un château construit à même l'entrée d'une grotte, à mi-hauteur d'une falaise d'une centaine de mètres en Slovénie. Pas à côté d'une falaise, pas au sommet, mais dedans, encastré dans la paroi rocheuse, comme s'il avait poussé là, plutôt que d'avoir été construit. De la vallée en contrebas, il ressemble moins à un bâtiment qu'à la montagne qui aurait décidé de se donner un visage. Le château de Predjama existe sous une forme ou une autre depuis le XIIe siècle. Mais l'histoire qui le définit appartient à un seul homme, Erasme de Luègue, chevalier, baron brigand, et probablement l'être humain le plus entêté de l'histoire médiévale européenne. Erasme se fit un ennemi de l'empereur du Saint-Empire. Ce ne fut pas une mince affaire. Une armée impériale fut envoyée pour en finir avec lui. Et plutôt que de fuir ou de se rendre, Erasme se retira à Predjama et refusa tout simplement d'en sortir. L'armée établit des positions de siège dans la vallée en contrebas. Ils attendirent. Ils bloquèrent toutes les voies d'approvisionnement qu'ils purent trouver. Ils étaient persuadés que la faim ferait ce que les soldats ne pouvaient accomplir. Ce qu'ils ignoraient, c'est que derrière le château, s'enfonçant profondément à travers le système de grottes à l'intérieur de la falaise, se trouvait un tunnel. Un passage secret qui débouchait à plusieurs kilomètres de là, dans la forêt, totalement invisible depuis la vallée. Erasme l'utilisa pendant plus d'1 an, recevant des provisions, menant des raids et allant même, dit-on, jusqu'à laisser tomber des cerises fraîches par-dessus les murs du château, juste devant l'armée assiégeante, pour leur signifier qu'il n'avait pas la moindre petite faim. Le siège dura 12 mois. Erasme ne fut pas vaincu par l'armée campée à ses portes. Il fut trahi par quelqu'un à l'intérieur du château. Un serviteur qui signala aux forces impériales avec une bougie dans une fenêtre, précisément au moment où Erasme se trouvait aux latrines. Un unique coup de canon frappa le coin du mur extérieur à cet instant précis. Le chevalier qui avait survécu à 1 an de siège, qui avait humilié une armée impériale, qui avait transformé une grotte en forteresse imprenable, fut tué au seul endroit et au seul moment où la roche au-dessus de lui n'offrait aucune protection. Le tunnel secret existe encore. Les visiteurs peuvent encore le traverser aujourd'hui, rampant à travers d'étroits passages dans l'obscurité, les mains sur la pierre froide et humide, le son de l'eau qui goutte quelque part plus profondément dans le réseau de grottes. Le tunnel s'enfonce si loin que la lumière de l'entrée disparaît complètement avant que n'apparaisse celle de la sortie. Il y a un tronçon au milieu où il n'y a rien dans aucune direction, sauf le noir absolu. Le château au-dessus est toujours intact.
La chambre où Erasme dormait, la salle où il mangeait, la fenêtre d'où il observa une armée entière échouer à l'atteindre, tout cela est encore debout. Et quelque part dans les murs, ou du moins c'est ce que les guides locaux vous chuchoteront si vous leur posez la question, il y a toujours un bougeoir en forme de main. Personne ne se souvient de quelle main il était le modèle. Personne ne tient particulièrement à le savoir. La 7e place revient au château de Brissac, le plus haut château de France, avec 7 étages, 200 pièces, et des plafonds peints par des maîtres dont les noms s'inscrivent en lettres d'or dans les annales de l'art. Il abrite même son propre opéra, un théâtre privé, construit pour des représentations qui n'ont jamais eu besoin d'un public extérieur. Le duc de Brissac actuel y réside toujours. Sa famille en est propriétaire depuis 5 siècles. Et quelque part dans l'aile nord, dans une pièce que la famille appelle simplement la chambre de la tour, se trouve une présence qui ne l'a jamais quitté. L'histoire commence au XVe siècle, avant que la structure actuelle ne soit érigée sur ce site. Jacques de Brézé découvrit son épouse Charlotte et son amant enlacés au château. Ce qui s'ensuivit ne fut ni une simple querelle, ni un scandale discrètement étouffé par le biais d'avocats et de missives. Jacques les tua tous les deux. Les détails consignés dans les annales historiques ne sont pas des plus tendres. Charlotte de Brézé, fille du roi Charles VII de France, périt dans sa propre chambre, chez elle, sous les coups de son époux. Et l'affaire fut réglée par une simple amende, car Jacques de Brézé était un homme puissant, et les hommes puissants, au XVe siècle, ne finissaient pas sur l'échafaud pour des crimes commis à l'encontre de leurs épouses. Le château actuel fut construit sur ce site plusieurs décennies plus tard. La chambre de la tour se trouve approximativement à l'endroit où se tenait jadis la chambre de Charlotte. Les hôtes ayant passé la nuit à Brissac, et il est tout à fait possible de réserver une chambre ici, le duc, louant certaines parties du château, rapportent entendre des bruits provenant de cette aile aux premières heures de la journée. Pas des bruits dramatiques, pas de chaînes qui traînent ou de hurlements. Quelque chose de plus discret et, d'une certaine manière, de bien plus insidieux. Des bruits de pas dans une pièce censée être vide. Des pas qui s'interrompent, précisément au moment où l'on tend l'oreille pour les saisir. La silhouette la plus souvent signalée au fil des siècles est décrite toujours de la même manière. Une femme en robe verte, le visage partiellement dissimulé, visible au bout des couloirs ou à travers les embrasures de portes, ne s'approchant jamais, ne prononçant jamais un mot. Toujours à une distance, juste un peu trop grande pour être vue distinctement. Le personnel du château l'appelle la Dame verte. Il prononce son nom comme on évoquerait une présence avec laquelle on a appris à cohabiter, plutôt que celle que l'on redoute. Ce que les guides touristiques mentionnent moins souvent, c'est que le corps de Charlotte n'a jamais été retrouvé à l'intérieur des murs du château. Jacques affirma l'avoir fait disparaître. Les annales historiques ne confirment ni le lieu de son ensevelissement, ni même si elle fut inhumée. 5 siècles de rénovation, de nouveaux parquets posés sur d'anciens, de murs bâtis contre d'autres murs, et personne n'a jamais vraiment osé sonder ce que ces murs pourraient receler. L'opéra continue d'accueillir des représentations. Le duc réside toujours à l'étage. Le dîner est servi dans la grande salle, sous les plafonds peints, et le vin est excellent. Et l'aile nord est juste là, au bout du couloir.
et la porte de la chambre de la tour est toujours fermée. La 6e place revient au château de Frankenstein. Eh oui, ce nom est authentique, le château est bien réel, et le lien avec le monstre de Mary Shelley est bien plus complexe que la plupart des gens ne l'imaginent. Il trône sur une colline dominant la plaine du Rhin en Allemagne, visible à des kilomètres à la ronde. Ses tours en ruine captent le vent d'une manière qui donne l'impression que la forêt environnante respire. Le château remonte au XIIIe siècle. Pendant la majeure partie de son histoire, il fut insignifiant, une forteresse allemande mineure qui passa de main en main à plusieurs reprises et tomba lentement en décrépitude. Puis, au début du XVIIIe siècle, un homme nommé Johann Conrad Dippel y vit le jour, entre ses murs. Et le château de Frankenstein cessa d'être insignifiant. Dippel était un théologien, un alchimiste et, selon la plupart des récits de l'époque, quelqu'un dont les expériences dépassaient largement les limites de ce que son époque jugeait acceptable. Il devint obsédé par l'idée de transférer l'âme humaine d'un corps à un autre, non pas comme un concept philosophique, mais comme une procédure pratique qu'il pensait pouvoir réellement accomplir. Il travaillait avec des restes humains. Il mit au point une substance qu'il nomma l'huile de Dippel, obtenue en faisant bouillir des os et d'autres matériaux biologiques, et dont il affirmait qu'elle pouvait prolonger la vie humaine indéfiniment. Il l'a testée. Il en a documenté les résultats. Cette documentation lui a survécu. Il fut finalement expulsé du château, puis de plusieurs pays successivement, chaque expulsion faisant suite à une variante de la même plainte, que ses expériences étaient allées trop loin pour le confort de tous et que les détails n'étaient pas quelque chose que les autorités souhaitaient consigner entièrement par écrit. Mary Shelley a voyagé dans la région du Rhin en 1814, 2 ans avant de commencer à écrire Frankenstein. Elle est passée à quelques kilomètres du château. Ses carnets de voyage de cette période décrivent le paysage en détail. Qu'elle ait entendu des histoires locales sur Dippel, que le nom du château se soit logé quelque part dans sa mémoire, que le lien soit direct ou une simple coïncidence, personne n'a jamais pu le dire de manière définitive. Ce qui est certain, c'est qu'un homme bien réel, dans un château bien réel, portant ce nom, a passé sa vie à essayer d'animer des tissus morts et de transférer des âmes entre les corps, un siècle avant la publication de son roman. Les ruines sont ouvertes aux visiteurs. Chaque mois d'octobre, les environs organisent un festival. Costumes, décorations, représentations théâtrales, mise en scène parmi les murs en ruine. Des milliers de personnes viennent chaque année célébrer un monstre. La plupart d'entre elles ignorent que la véritable histoire, celle documentée, celle qui s'est réellement déroulée entre ces pierres, ne nécessite aucune fiction. En 5e position, nous avons le château d'Édimbourg. Et si vous vous êtes déjà tenu sur ce rocher volcanique, au milieu de la ville, regardant les rues en contrebas, vous savez déjà que quelque chose cloche, d'une manière difficile à expliquer. Il n'est ni abandonné, ni reculé, ni caché. L'une des attractions touristiques les plus visitées d'Europe repose sur un millier d'années de guerre, d'exécution et d'emprisonnement. Et la ville s'est simplement construite autour et a continué son chemin. Le rocher lui-même est occupé depuis plus de 3000 ans. Le château tel qu'il existe aujourd'hui a commencé à prendre forme au XIIe siècle. Et à partir de ce moment, presque chaque décennie de son histoire recèle quelque chose qui se termine mal pour quelqu'un. Des prisonniers étaient gardés dans des cachots sous le château, si profonds et si humides que beaucoup d'entre eux n'ont plus jamais revu la lumière du jour. Des sorcières y ont été brûlées sur l'esplanade. La même esplanade où les touristes font la queue pour le Military Tattoo
chaque mois d'août. Le nombre exact d'exécutions qui ont eu lieu sur ce terrain n'a jamais été entièrement calculé, car, pendant une partie significative de l'histoire du château, personne ne tenait de registre précis. En 2001, une équipe de chercheurs de l'Université d'Édimbourg a mené ce qui est devenu la plus grande enquête paranormale jamais réalisée dans un cadre scientifique contrôlé. Ils ont envoyé 200 volontaires dans les voûtes du château. Des personnes à qui l'on n'avait rien dit de l'histoire des zones spécifiques où elles pénétraient. Rien de ce qui y avait été précédemment signalé. Les volontaires ont été simplement invités à noter tout ce qu'ils vivaient d'inhabituel. Les résultats étaient difficiles à écarter. Des volontaires, dans certaines salles, ont rapporté les mêmes sensations, indépendamment les uns des autres. Une présence dans un coin précis, une chute soudaine de température près d'un mur particulier. Le sentiment d'être observé depuis un emplacement précis que différentes personnes ont identifié sans communiquer. Plusieurs volontaires, dans la même voûte, ont rapporté avoir vu une silhouette qui correspondait à la même description. Aucun d'entre eux n'avait parlé aux autres avant de soumettre leurs notes. Les chercheurs ont publié leurs découvertes. Ils n'ont pas affirmé que le château était hanté. Ils ont déclaré que quelque chose, dans ces salles spécifiques, produisait des réactions cohérentes et reproductibles chez des personnes n'ayant aucune connaissance préalable de ce que d'autres y avaient vécu. Ils ne pouvaient pas l'expliquer. Ils l'ont déclaré dans leur article. Ce qui se trouve sous la grande salle est une série de voûtes qui ont été scellées au XVIIIe siècle et oubliées pendant près de 200 ans. Lorsqu'elles ont été redécouvertes et ouvertes, les intérieurs étaient largement intacts. Les murs portant encore les marques laissées par les personnes qui y avaient été emprisonnées. Des griffures dans la pierre, des noms, des dates. Dans une voûte, le dessin d'un navire, réalisé avec soin par quelqu'un qui ne reverrait probablement jamais la mer. Le château est ouvert tous les jours. Le café sert de bonne soupe. L'esplanade est magnifique, sous la lumière de fin d'après-midi. Et sous vos pieds, si vous savez où vous tenir, se trouvent des salles où 200 inconnus sont entrés séparément et en sont ressortis en décrivant exactement la même chose. La 4e place revient au château de Corvin, en Roumanie. Et dès l'instant où l'on pose les yeux sur lui, un sentiment de malaise s'installe avant même que l'on ne puisse identifier précisément ce qui cloche. Trop de tours, trop de flèches. Les proportions sont légèrement faussées, d'une manière qui demande un instant pour être saisie, comme si un château ordinaire avait été passé à travers un filtre qui aurait rendu chaque élément un peu trop acéré, un peu trop élancé, un peu trop désireux d'attirer le regard de loin. Ce château fut construit au XVe siècle par Jean Hunyadi, l'un des commandants militaires les plus puissants de l'histoire de l'Europe de l'Est. Il est perché au-dessus d'une gorge fluviale en Transylvanie, ce qui en dit déjà long sur les intentions des bâtisseurs qui ont choisi cet emplacement. La gorge n'est pas fortuite. La gorge est l'essence même du lieu. Vlad III, l'homme que l'histoire connaît sous le nom de Vlad l'Empaleur, celui dont les méthodes ont inspiré la légende de Dracula, y fut emprisonné pendant 7 ans. Pas en tant qu'invité, non, mais comme prisonnier, retenu par les Hunyadi, pendant que divers arrangements politiques se négociaient autour de lui. 7 ans passés entre ces murs, dans un château conçu par un homme qui avait compris que l'architecture pouvait être une forme de pression psychologique. Ce que Vlad a pu penser durant ces 7 années
les conclusions qu'il en a tirées, les schémas de pensée qui se sont cristallisés dans l'obscurité. Le registre historique ne le dit pas. Ce qu'il a fait dans les décennies suivant sa libération est, en revanche, largement documenté. Mais l'histoire qui perdure dans les esprits ne concerne pas Vlad. Elle concerne le puits. Le puits du château de Corvin mesure 28 mètres de profondeur, creusé à même la roche. Il fallut à 3 prisonniers 30 ans pour le creuser. 3 hommes à qui on avait promis, au commencement, que s'ils atteignaient l'eau, leur liberté leur serait rendue. Ils ont creusé. Pendant 30 ans, ils ont creusé, traversant des couches de roches qui auraient brisé la plupart des gens en quelques mois à peine. Ils ont trouvé l'eau. Ils ont achevé le puits qui se trouve encore aujourd'hui dans la cour du château, toujours fonctionnel, contenant toujours l'eau de la même source que ces 3 hommes ont passé leur vie à atteindre. Ils n'ont pas été libérés. Les sources historiques divergent quant à ce qu'il est exactement advenu d'eux, mais aucune des versions ne se termine bien. Sur la paroi intérieure du puits, à une profondeur qu'il fallait atteindre avec effort, quelqu'un a gravé une inscription dans la pierre, et se traduit grossièrement par « Vous avez l'eau, mais pas l'âme ». Personne ne sait avec certitude lequel des 3 hommes l'a gravée, ni quand exactement, ni si elle a été gravée avant ou après qu'ils aient compris que la promesse qui leur avait été faite ne serait pas tenue. L'inscription est toujours là. Le puits est toujours là. Les visiteurs peuvent se pencher pour l'observer n'importe quel après-midi. Et si la lumière est propice, ils peuvent apercevoir l'eau au fond. Cette même eau que 3 hommes ont passé 30 ans et toute leur vie à atteindre. Le château facture un droit d'entrée de quelques euros. La cour est agréable en été. Et au fond d'un trou dans le sol, en lettres gravées par quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre, les mots sont toujours là. La 3e place revient à la Tour de Londres. Et son nom est si familier, si ancré dans le tourisme, les cartes postales et les fastes royaux, qu'il est facile d'oublier ce qu'est réellement ce bâtiment. Ôtez les beefeaters dans leurs costumes d'apparat, les joyaux de la couronne derrière leurs vitrines, la boutique de souvenirs près de la sortie, et ce qui reste est une prison. L'une des prisons les plus efficaces et les mieux documentées de l'histoire humaine, fonctionnant sans interruption depuis plus de 900 ans, au cœur de ce qui est aujourd'hui l'une des villes les plus chères du monde. La tour fut construite par Guillaume le Conquérant en 1066, immédiatement après son invasion de l'Angleterre, spécifiquement pour rappeler à la population de Londres ce qui venait d'arriver à leur pays. Elle ne faisait pas dans la dentelle. Le calcaire blanc fut importé de Normandie, une pierre étrangère, visiblement différente de tout ce qui l'entourait, placée délibérément au centre de la ville, comme une déclaration d'abord architecturale avant d'être autre chose. Elle disait « Nous sommes là, nous avons bâti ceci, et nous ne partons pas ». Pendant les 9 siècles suivants, la tour a dévoré des vies. Les rois y envoyaient leurs ennemis, puis ils y envoyaient leurs amis, puis ils y envoyaient leurs épouses. Anne Boleyn fut emprisonnée dans la tour en 1536 et exécutée sur la pelouse à l'intérieur des murs, non pas à l'extérieur, non pas sur un échafaud public, mais en privé, au sein même du château, ce qui était considéré comme un privilège. Sa fille, Élisabeth, y fut détenue 18 ans plus tard, franchissant la même porte que sa mère avait empruntée sans jamais en ressortir. Élisabeth survécut. La plupart ne le firent pas. L'énigme des 2 princes est une page qui refuse de se tourner. Édouard V et son jeune frère Richard, alors âgés de 12 et 9 ans, furent placés dans la tour en 1483 par leur oncle, qui se déclara ensuite Richard III.
Les garçons furent vus jouant dans l'enceinte de la tour tout au long de l'été de cette année-là. Après le mois d'août, il n'y eut plus aucune trace d'eux. Pas d'annonce, pas de funérailles, pas d'explication. Ils cessèrent simplement d'apparaître, et Richard III devint roi, et personne en position de pouvoir ne posa trop de questions sur le sort de ses 2 enfants. 2 siècles plus tard, des ouvriers rénovant un escalier à l'intérieur de la tour découvrirent un coffre en bois enterré sous les pierres. À l'intérieur se trouvaient les squelettes de 2 enfants, dont la taille correspondait à l'âge des princes au moment de leur disparition. Les ossements furent réinhumés à l'abbaye de Westminster sur ordre du roi Charles II. Le fait qu'ils appartenaient au prince n'a jamais été prouvé de manière concluante. Le coffre ne fut pas conservé. L'emplacement exact de la découverte ne fut pas documenté avec soin. C'était le XVIIe siècle, et les choses étaient gérées différemment à l'époque. La tour est ouverte 6 jours par semaine. Des millions de personnes la visitent chaque année. Les corbeaux sont nourris chaque matin par un maître des corbeaux désigné, car une légende veut que si les corbeaux s'en vont un jour, le royaume tombera. Et c'est ainsi que les oiseaux ont les ailes coupées et vivent leur vie à l'intérieur des mêmes murs qui ont englouti tant d'autres. Quelque part sous les pavés, sous la boutique de souvenirs et les visites guidées et l'audioguide en 14 langues, les pierres que Guillaume a apportées de Normandie sont toujours là. Toujours les mêmes pierres. Toujours détentrices de tout ce qui y a jamais été empreint. La 2e place revient au château de Bran, en Roumanie. Et avant toute chose, une précision s'impose. Le lien avec Dracula est bien réel, mais il ne correspond pas à ce que la plupart des gens imaginent. Le château n'a pas inspiré directement le roman de Bram Stoker. Stoker n'a d'ailleurs jamais mis les pieds en Roumanie. Mais l'homme dont la vie a servi de matière première à la légende, Vlad III, Vlad l'Empaleur, voïvode de Valachie, a bien eu une relation avérée avec ce château. Et l'histoire réelle de cette relation est bien plus sombre que n'importe quelle fiction bâtie sur ses fondations. Le château de Bran est perché sur un éperon rocheux, à la frontière entre la Transylvanie et la Valachie, dominant un col de montagne qui fut l'une des routes les plus stratégiquement importantes de la Roumanie médiévale. Il a été construit au XIVe siècle, est passé entre de nombreuses mains et a servi, à différentes époques, de poste de douane, de garnison militaire et de résidence royale. Vlad l'a utilisé. Comment et pendant combien de temps exactement, cela reste un sujet de débat historique. Mais sa présence ici est avérée, et sa présence, où qu'elle soit, a toujours eu tendance à laisser une marque bien particulière dans les annales de l'histoire. Vlad III a régné sur la Valachie à 3 reprises, au cours d'une carrière politique pour le moins mouvementée. Et sa méthode principale pour traiter ses ennemis était l'empalement, une forme d'exécution conçue non seulement pour tuer, mais aussi pour être vue. Il organisait des empalements de masse à la périphérie de ses territoires, des forêts de pieux visibles de loin, destinés à communiquer un message précis à quiconque s'approchait. Et cela a fonctionné. Des armées ottomanes, qui surpassaient largement ses propres forces en nombre, ont rebroussé chemin après avoir découvert ce qu'elles trouvaient aux portes de ces cités. Le sultan Mehmed II, qui avait conquis Constantinople, qui n'avait jamais reculé devant rien, aurait regardé ce que Vlad avait construit et ordonné la retraite. L'histoire des ambassadeurs ottomans est rapportée par de multiples sources. Une délégation arriva pour négocier et refusa d'ôter ses turbans en présence de Vlad, invoquant la coutume religieuse. Vlad considéra cela comme une insulte. Il fit clouer leurs turbans à leur tête avec de petites épingles en fer, afin, comme il l'aurait expliqué, qu'il n'ait plus jamais à les enlever.
Les ambassadeurs survécurent. Ils retournèrent à Constantinople et firent leur rapport. Les relations diplomatiques ne s'en améliorèrent pas. Ce que le château de Bran offre aujourd'hui, c'est une expérience touristique soigneusement orchestrée. Des pièces meublées dans le style d'époque, des photographies de la famille royale qui en fut plus tard propriétaire, un petit musée dans la cour. Le château est réellement magnifique, perché au-dessus de collines boisées, le genre d'endroit qui correspond exactement à l'image que l'on s'en fait. Et c'est en partie ce qui le rend si troublant. L'esthétique est parfaite. Les proportions sont absolument justes. On dirait que quelqu'un a construit un décor de film d'horreur et l'a ensuite vieilli de 600 ans. Le col, en contrebas du château, a été utilisé pendant des siècles après l'époque de Vlad. Marchands, armés, voyageurs, se déplaçant entre la Transylvanie et la Valachie, tous passant dans l'ombre de ces murs. Certains connaissaient l'histoire, d'autres non. L'air de la montagne est froid, même en été, et la forêt se rapproche des deux côtés de la route. Et le château observe tout ce qui bouge dans la vallée en contrebas, avec la même patience qu'il a conservée pendant 600 ans. Et à la première place, le château le plus terrifiant de cette liste revient le château de Houska, en République tchèque. Non pas à cause des guerres qui se sont déroulées autour de lui, non pas à cause des personnes qui y furent emprisonnées. Le château de Houska mérite sa place en tête de cette liste pour la raison même de sa construction originelle. Et cette raison est sans équivalent dans toute l'histoire de l'architecture humaine. Le château fut construit au XIIIe siècle par Ottokar II de Bohême. De l'extérieur, il ressemble à une forteresse médiévale standard. De solides murs, une chapelle, une cour, des tours aux angles. Mais lorsque l'on commence à poser des questions pratiques à propos de Houska, les réponses cessent d'avoir du sens. Il n'y a aucune source d'eau à l'intérieur de ces murs. Il n'y avait pas de cuisine dans la structure d'origine. Pas d'étable, pas de caserne, pas de réserve pour les provisions. Le château est niché au cœur d'une forêt dense, sans aucune valeur stratégique, aucune route à contrôler, aucune frontière à défendre, aucune ville à protéger. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont tournées vers l'intérieur, donnant sur la cour plutôt que vers l'extérieur, ce qui contredit chaque logique défensive sur laquelle reposait l'architecture militaire médiévale. Houska n'a pas été construit pour repousser les gens. Il a été bâti pour contenir quelque chose. Sous le plancher de la chapelle, il y a un trou. Les sources médiévales le décrivent comme sans fond, un puits s'enfonçant dans l'obscurité, que personne n'a jamais pu cartographier entièrement, malgré les investigations. La légende locale, documentée dans des chroniques précédant la construction du château, décrit des créatures émergeant de ce trou. Des figures mi-animales, mi-humaines, aperçues dans la forêt entourant le site. Des formes sombres, se mouvant à la lisière des feux de camp. Le genre de description que les écrivains médiévaux, pourtant dotés d'un riche vocabulaire pour les phénomènes surnaturels, et n'étant généralement pas timides à l'utiliser, peinaient néanmoins à formuler avec précision. Ottokar II aurait eu besoin de volontaires pour être descendu dans le trou à l'aide d'une corde avant le début de la construction, afin d'évaluer ce qui s'y trouvait. Selon les récits des chroniques, le premier homme descendu dans le puits se mit à hurler presque immédiatement et fut remonté. Il avait vieilli, visiblement, de manière spectaculaire, en l'espace de quelques minutes. Ses cheveux avaient changé. Son visage avait changé. Il mourut 2 jours plus tard, sans pouvoir donner un récit cohérent de ce qu'il avait vu. Le second volontaire
refusa catégoriquement d'y être descendu. La construction commença peu de temps après, et la chapelle fut bâtie directement au-dessus du trou, le plancher fut posé, et le puits fut scellé avec de la pierre et du plomb. La chapelle qui se trouve au-dessus aujourd'hui contient des fresques inhabituelles, même selon les standards de l'art religieux médiéval. Les peintures représentent un archer gaucher, la gaucherie dans l'iconographie médiévale étant spécifiquement associée au mal, et une scène que les chercheurs n'ont jamais entièrement expliquée, dépeignant des figures qui ne correspondent à aucun récit religieux standard. Quelqu'un a choisi ces images, délibérément, pour cette chapelle spécifique, à cet endroit précis. Le choix n'était pas fortuit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis occupèrent Ouska et y menèrent des expériences pour des raisons qui ne furent jamais entièrement déclassifiées. Ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils ont trouvé, ce que leurs recherches ont conclu, la documentation qui a survécu à la guerre ne le dit pas. Le château fut abandonné après la guerre et resta vide pendant des décennies. Le trou sous le plancher de la chapelle n'a jamais été rouvert. La pierre et le plomb posés dessus au XIIIe siècle demeurent en place. Le château est ouvert aux touristes. La chapelle est accessible. Vous pouvez vous tenir sur ce plancher, sur ces pierres, et contempler ces fresques étranges sur les murs, et savoir que quelque part, directement sous vos pieds, scellée depuis 8 siècles, se trouve la raison même de l'existence de ce bâtiment.